beaucoup de recherche. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi. Ce soir, je m'improvise environnementaliste, expert, ce que je ne suis pas. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur de programme au sein de la Fondation Tunisie pour le développement. Voilà. Je suis ravi d'accueillir ce soir Bekra Slim, Maïfa Eidou, en ligne. Je sais qu'elle sera en ligne. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Je suis désolé, je vais lire, mais franchement, c'est intéressant. Alors, en 2010, déjà, est-ce que vous savez quel est le pourcentage de la participation de la Tunisie aux émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que vous avez une idée? J'ai appris ça au Green Growth Summit grâce à notre ministre de l'Environnement. Voilà. Alors, la Tunisie participe à hauteur de 0,07% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un des pays les moins polluants et pourtant, c'est un des pays qui s'est engagé le plus à réduire ses émissions en gaz à effet de serre, puisqu'il a rehaussé sa contribution déterminée nationale, c'est-à-dire son engagement pour réduire ses émissions de carbone de 27% par rapport à 2010. Donc, bien que la Tunisie soit parmi les pays les moins polluants, il n'en demeure pas moins qu'elle est très impactée par les changements climatiques. Elle le sera encore plus, je pense, d'ici quelques années, parce que la réglementation internationale est en train de se vraiment durcir et il devient vraiment impératif aujourd'hui de connaître son empreinte carbone avant de pouvoir traiter ou même avoir des relations avec la société européenne. Alors, les besoins en financement pour arriver à cette réduction sont énormes. On parle de 14 000 millions de dollars entre 2010 et 2030 pour qu'on puisse réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre. Mais les fonds qu'on appelle verts ou fonds à impact demeurent paradoxalement sous-utilisés en Tunisie. C'est un sujet, par exemple, plus tard, je pense, voilà. Et donc, et autre fait, le dernier, j'arrête de le dire, hein, par rapport à la CDN, si vous avez eu le temps de la lire comme moi, je vous cite, dans ce cadre, la Tunisie s'engage à 2030 à accélérer la mise en œuvre de programmes de recherche appliquée, de soutenir la recherche digitale et l'intelligence artificielle au service de l'adaptation ou encore à contribuer à la mise en place d'un mécanisme d'accompagnement et de financement des startups clean tech afin de répondre aux besoins technologiques des secteurs. Donc, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, il y a une volonté nationale pour encourager les startups clean, environnementales, et on est tous d'accord sur le rôle de ces startups, notamment en termes de réduction de l'empreinte carbone, conservation de ressources naturelles, création d'emplois verts ou encore de l'amélioration de la qualité de vie. Voilà, j'ai terminé mon introduction qui était un peu longue, je suis désolé, mais voilà. Je voulais vraiment commencer par vous. Je n'allais pas là, toujours pas là, bon, c'est pas grave. Je vais commencer par. C'était pas prêt. Donc, je vais commencer par Steam alors. Non, je vais commencer par Steam. Alors, Steam, il est dit, nous avons une discussion hier, il était dit que la Tunisie accompagnera la mise en œuvre de la CDN par un programme concret structuré de mesures qui permet de mobiliser sérieusement la jeunesse, la société civile et le secteur privé. Donc, en tant que représentant du secteur privé, je sais qu'on a parlé hier un peu des fonds impact et des fonds de décarbonation et comment vous trouviez que c'était sous-instrumentalisé aujourd'hui. Je voudrais avoir un peu votre avis sur cette question-là. Voilà. Et sur la contribution du secteur privé surtout. Euh, Merci Omar. Bon, tout d'abord, bon, peut-être qu'on ne s'est pas exactement compris, mais je vais essayer d'élaborer là-dessus. En termes de contribution du secteur privé, moi j'aime bien dire la chose suivante, c'est que protéger l'environnement n'est pas nécessairement mauvais pour le PNL, ça peut même être bien pour le PNL. Donc il y a énormément de projets aujourd'hui d'économie circulaire qui peuvent être profitables et donc même dans les discussions qu'on peut avoir avec des bailleurs de fonds qui n'ont pas nécessairement besoin de subventions ou quoi que ce soit, c'est des projets viables. J'en ai dans l'entreprise que je dirige, on est dans l'emballage, on a fait une unité de recyclage de solvants. On utilise des solvants dans les encres que nous employons. Ces solvants étaient jusque-là rejetés dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on arrive à les recycler à plus de 99%. Donc, moins d'émissions de composés organiques volatiles dans l'atmosphère, même si la réglementation tunisienne n'était pas très stricte par rapport à ça, mais on a préféré anticiper. Et en même temps, une économie substantielle avec moins d'exposition au risque de change, etc., etc. Donc, réellement, des exemples comme ça, je pense qu'on peut en trouver beaucoup dans l'industrie et
il y a tout un axe où on a intérêt à développer ce genre de pratique. Autre exemple aussi, c'est qu'il y a un terme que ceux qui ont de vieux souvenirs de physique, même du bac, se souviendront peut-être, c'est ce qu'on appelle le cosinus phi. Et le cosinus phi, c'est la manière dont on va utiliser, voilà, adapter son usine à l'électricité qui vient du réseau. Et finalement, on a beaucoup d'entreprises qui opèrent à des cosinus phi pas très bons. C'est facile à ajuster et il y a des économies substantielles à la clé. Donc, avant même d'aller peut-être produire une énergie propre, c'est déjà consommer moins d'énergie. Donc, on peut faire beaucoup d'actions pour consommer moins d'énergie, donc intensité énergétique plus faible pour produire la même chose. Donc, ça, c'est déjà des choses qu'on peut faire assez facilement. Après, effectivement, alors je vais peut-être vous surprendre, aujourd'hui, le mix énergétique tunisien est plus vertueux que le mix énergétique allemand. Pourquoi? Parce que notre électricité est produite à plus de 95% à partir du gaz naturel, alors qu'en Allemagne, ils utilisent encore du charbon. Donc en fait, par rapport aux problématiques de taxes frontières, aux taxes carbone aux frontières de l'Europe, oui, il faut s'en occuper. Oui, il faudra améliorer notre contenu carbone au niveau des produits tunisiens pour continuer à être compétitif en Europe. Mais ce n'est pas nécessairement un drame non plus. Il faut relativiser les choses. Et après, il y a peut-être aussi des questions de définition. Parce qu'aujourd'hui, la France a milité pour que le nucléaire soit considéré comme renouvelable ou en tout cas peu émetteur de gaz à effet de serre. Donc, ça reste valable tant qu'on ne pense pas encore au recyclage des déchets nucléaires. Si on intègre la partie déchets nucléaires, je ne sais pas trop. En tout cas, ça a été, vous voyez que finalement aussi, dans les définitions qu'on met, il y a un volet politique important et je pense qu'il y a eu beaucoup de débats entre la France et l'Allemagne sur ces sujets-là. L'Allemagne ayant pris une orientation forte vers l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, on a essayé de nous le vendre en Tunisie comme étant aussi quelque chose ou un axe d'exportation intéressant. Ça sera sans doute quelque chose d'intéressant à l'avenir, mais pour faire de l'hydrogène vert, il faut déjà faire du vert. Or, on est à moins de 3% de production d'énergie renouvelable dans notre mix actuel. Donc, il faut y penser, mais il faut déjà commencer à produire en énergie renouvelable. Et aujourd'hui, c'est un no-brainer en électricité. Il faut savoir que le coût de production d'1 kWh à la sortie d'une centrale Steg est de l'ordre de 300 000. En photovoltaïque, on arrive à produire à moins de 100 000 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à faire tout de suite. Et par rapport notamment à nos équilibres budgétaires, si on raisonne sur un plan macro, eh bien, il est évident qu'aller vers des énergies vertes a un potentiel important pour le pays tout de suite. La question qui se pose après, c'est financement. Parce que, effectivement, comme tu l'as cité, on parle en milliards de dollars à drainer pour accélérer tout cela. Il y a des investisseurs qui ont envie de venir, mais il y a un volet que l'on valorise mal, et c'était un peu ma réflexion hier, un volet qu'on valorise mal, malheureusement encore en Tunisie, alors qu'on n'a pas forcément des institutions pour, c'est comment je valorise les crédits carbone générés par ces projets de renouvelables. En fait, depuis la fin des accords de Kyoto, donc on parle de 2012, il y a eu les accords de Paris, mais les accords de Paris n'ont pas institué un marché carbone mondial, contrairement au mécanisme des Nations Unies qui existait par les accords de Kyoto. Aujourd'hui, il y a un énorme marché qui est à nos portes qui s'appelle l'EU ETS, c'est le marché européen. La tonne carbone vaut aujourd'hui à peu près 70 €. On n'y a pas accès. Donc, c'est une problématique politique, c'est peut-être des négociations à avoir avec nos voisins européens. Fort heureusement, la Tunisie a signé un accord lors de la TICAD, donc en 2022, avec le Japon. Et aujourd'hui, des projets qui génèrent des crédits carbone en Tunisie sont éligibles à vendre leurs crédits carbone au Japon qui pourra les intégrer dans sa CDM. Et depuis la COP28, on a un accord similaire avec la Suisse. Donc, il y a des choses qui se passent. Maintenant, comment exploiter tout ça et comment mettre en place des mécanismes de fonds à impact. Donc, quand on dit à impact, généralement, c'est qu'on ne cherche pas que le rendement financier. Il faut du rendement financier, bien sûr, ce n'est pas de la philanthropie non plus, mais on cherche aussi à avoir un impact environnemental et social. Et donc, voilà, je m'arrêterai là, je pense qu'on pourra revenir.
Clairement. Merci Slim, en tout cas, d'avoir précisé le rôle du secteur privé que le secteur privé pourrait jouer pardon, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi des questions de fond. On en reviendra avec toi plus tard. Mais avant, je voudrais juste citer un petit chiffre, c'est qu'aujourd'hui, sur les 1018 startups labellisées, on a 114 qui portent le label Green Tech, mais seuls 37% de ces 114 sont tagués environnemental. Donc, Maëlle, je me tourne vers toi en tant que directrice communauté au sein de la FreeLab, un des plus grands réseaux africains de hubs technologiques et d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les tendances en Afrique en termes d'innovation, de pourcentage aussi, si vous avez des chiffres, on serait preneur. Merci. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Je crois que Douja nous a rejoint aussi. Bonjour Douja. Bonjour, Alors, comme a dit Omar, moi je fais partie d'une association panafricaine qui soutient l'innovation dans toute l'Afrique. On est dans 53 pays, mais nos activités sur les 3 ans ont touché les 54 pays en Afrique. Et une des verticales sur lesquelles le réseau se concentre beaucoup, c'est tout ce qui a attrait au climate change, green tech, clean tech, etc. Donc, c'est une verticale sur laquelle on lève beaucoup d'argent. On déploie beaucoup de programmes grâce au réseau. Donc, Arna, comment ça fonctionne? C'est un réseau de hubs d'innovation qu'on soutient avec des programmes de capacity building technique et financier. Et par la suite, tous les programmes que vous voyez sur les réseaux d'AfriLab, ils sont implémentés par ces hubs-là. Donc, on a eu plein de programmes sur la verticale pour essayer de trouver, premièrement, de sensibiliser sur le sujet. Parce qu'en Afrique, les challenges sont partagés. Dans certaines régions, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Mais aujourd'hui, ces régions-là ne sont pas assez au courant de ce qui se passe et quelle est l'urgence, en fait, d'innover dans ce domaine-là. Donc, du coup, aujourd'hui, la première chose, c'est la sensibilisation des jeunes à l'urgence d'innover dans ce secteur. On arrive avec des problématiques qui sont mondiales aujourd'hui, qui ne sont pas qu'en Afrique. Et ces jeunes-là innovent sur des hackathons, sur des programmes d'accompagnement, d'incubation, etc. On a de magnifiques projets dans plusieurs pays. Pas de statistiques à partager honnêtement, mais aujourd'hui, voilà, on a un engouement pour ce secteur-là et on voit pas mal d'innovations voir le jour. C'est merveilleux, merci. Merci. Bonsoir Douja. Vous nous Bonsoir. entendez? Oh. Moi, j'entends très bien, ouais. Super. Je vous entends. Merci Douja d'être là, merci d'être parmi nous. Donc, je disais tout à l'heure qu'on parlait un peu des startups qui sont sous la catégorie Clean Tech, enfin, ou Green Tech plutôt en Tunisie, qui représentaient à peu près 10% des startups labellisées. Alors, ma question à toi, en tant que directrice d'un incubateur Red Start, en fait, je voulais savoir quelles sont les initiatives ou les programmes que vous mettez en place au sein de Red Start aujourd'hui pour booster ou encourager la Green Tech. Voilà. Donc, la parole est à vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Très bien. Merci encore pour l'invitation, les Connex et French Tech Tunisie. Oui, en effet, Omar, comme vous savez, nous sommes dans une optique où on veut contribuer, comme tous les acteurs locaux et internationaux, à la transition énergétique. Donc, on encourage énormément les green tech, tous, même les entreprises qui sont pas du tout, qui naissent sans mouche pas dans la green tech, mais à aller vers des technologies propres, vers des changements qui peuvent s'opérer pour justement
prendre un peu ce train qui va pas s'arrêter, hein, qui est déjà très lancé et qui doit être, ceux qui souhaitent vraiment être contribuer, ils doivent se mettre à la page, regarder un peu ce qu'ils font et regarder comment ils peuvent se transformer pour être un peu dans la technologie propre, dans la green tech, dans tout ce qui peut soutenir la transition écologique, qui est très importante pour nous, hein, finalement, ceux qui sont en train de détruire la planète. C'est nous, donc il est temps que tout le monde se réveille et puis il contribue quelque part. Donc pour revenir un peu aux startups, oui, effectivement, et puis on est aussi sur des programmes sur tout ce qui est économie verte et circulaire, et je peux vous dire que à chaque fois qu'on lance des appels à candidature ou qu'on ouvre un peu un programme de ce sur ces volets-là, il y a un engouement et une conscience importante. Des gens sont là, ils ont des idées, technologiques ou pas, en tout cas, qui sont alignés avec tous ces objectifs de développement durable, tous ces objectifs de technologie propre, etc. On fait de l'accompagnement opérationnel, on essaie de les orienter, on essaie de leur faire comprendre. Aujourd'hui, nous sommes sur un panel où on parle vraiment de fonds d'impact. On essaie de leur expliquer qu'aujourd'hui, même les fonds, même les investisseurs sont à la recherche d'un vrai impact, au moins sur ce volet. Bon, on va dire que ça, ils cherchent aussi un impact social, en parallèle souvent, mais l'impact environnemental est très regardé par les investisseurs. Je vois avec là qui fait oui de la tête, j'imagine qu'ils sont un peu dans ça. Donc, c'est clair que tous les investisseurs, tous les fonds d'investissement ont une vision claire sur l'impact qu'ils vont avoir en investissant dans une start-up. Donc, ils vont regarder est-ce qu'il y a un impact positif social et environnemental, et c'est très important parce que ils sont eux aussi, enfin, le fait d'investir dans la green tech, c'est un impact presque direct qu'ils vont avoir. Donc oui, c'est important, on accompagne, on essaie de les orienter, on essaie de leur expliquer que c'est très important pour les financeurs, pour les partenaires, et même aujourd'hui le consommateur qui est en train de regarder l'impact de l'entreprise avant d'acheter le produit ou le service, et de réfléchir s'il est bien. En tout cas, la conscience est beaucoup en Europe sur ça. On regarde est-ce que l'entreprise de chez laquelle ou le produit qui est produit, est-ce qu'il vient d'une entreprise responsable ou pas, etc. Merci, Douja. Je vais passer à toi, Dhakra, en tant que directrice d'un fonds d'investissement focalisant sur les early stage startups. Est-ce que vous avez aujourd'hui une stratégie vraiment particulière pour booster l'investissement dans les startups dites environnementales aujourd'hui? Non, à la réponse. Alors, moi, je dis toujours que en ce moment, en fait, les fonds, à moins que tu écris ou que finalement, que tu dises que tu n'investis pas dans l'impact, eh bien, tu investis dans l'impact. Donc, à moins que ce soit clair dans la thèse d'investissement, nous, on ne fait pas d'impact. Et ça, c'est un peu bizarre hein, de trouver ce genre de choses. Et c'est rare et c'est peut-être pas le cas pour les fonds d'investissement, mais tout le monde fait des investissements. En tout cas, il y en a qui se spécialisent dessus. Il y en a qui finalement, l'impact est pris en considération. Donc, dans notre cas, bien sûr que c'est pris en considération. Bien sûr que c'est dans les critères d'investissement. Ça vient pas en premier lieu, clairement, mais c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus en considération avec les technologies propres, la clean tech, le climate tech, etc. Et finalement, on reçoit énormément de projets, surtout dans le very early stage. Je veux dire, les 2 dernières années, on remarque que de plus en plus des startups finalement s'orientent, même si ce n'était pas l'orientation principale, qui tournent un petit peu le business vers des technologies plus propres, vers des missions en tout cas plus larges que juste le gain financier, etc. Mais justement, enfin, concrètement, ils ont des points de bonus, ces startups, enfin, ils ont une bonification, ils ont un classement qui les privilégie par rapport à d'autres en termes, je veux dire, vous en tant qu'investisseur. Si
on est deux startups. Moi, je suis dans la green tech ou clean tech et l'autre, je suis une startup classique. En fait, vous allez donner un avantage. Alors, ça, comme je l'ai expliqué, finalement, il y a des fonds qui sont spécialisés. Et sur ces fonds-là, la thèse, elle est super claire. C'est des fonds d'investissement qui investissent dans le climate tech, dans le green tech, etc. Et là, c'est un autre type finalement d'appréciation, d'évaluation. Dans notre cas, bien sûr que c'est apprécié. Après, ce n'est pas vraiment un critère, mais sinon, si tu me dis, par exemple, Omar, deux startups qui font exactement la même chose, qui est vraiment très, très rare, vraiment la même chose, l'une est plus axée sur l'impact et l'autre non, bien sûr que c'est là, c'est la sensibilité finalement des investisseurs. Là, ça rentre en compte. Il y a des facteurs qui sont plus subjectifs. Bien sûr qu'on va plus lean toward l'impact. Tu voulais rajouter quelque chose? Je peux rajouter un petit commentaire, effectivement. Il se trouve que je préside le comité d'investissement d'un fonds qui s'appelle Innovatech, qui est destiné aux PME innovantes en Tunisie. C'est un fonds où il y a de l'argent de la Banque mondiale et de la CDC. Et il est clair qu'aujourd'hui, dans les critères de sélection de projets, oui, on fait attention. Alors, la différence avec des gens qui ont poussé le raisonnement un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, c'est une appréciation qualitative et non pas quantitative. Donc, on a une appréciation qualitative sur les projets et la composante environnementale est clairement intégrée dans les critères de choix. Ça peut être un no-go si on voit qu'il y a un problème environnemental ou en tout cas pas assez d'attention à ce volet. Ce que je voulais dire, c'est que… Voilà, alors après, effectivement, c'est-à-dire que quand on parle de green tech, etc., mais ces fonds ne s'adressent pas nécessairement qu'à des green tech. Ils s'adressent à des entreprises, entre guillemets, standards, mais on cherche à pousser ce comportement vertueux parce que toute entreprise, quelle qu'elle soit, doit aujourd'hui faire attention à ces critères. Donc, après, effectivement, si on va aller vers des gens qui sont spécialisés, qui apportent une solution à un problème de pollution ou autre, aujourd'hui, et notamment si je reboucle avec mon histoire de carbone de tout à l'heure, on a toujours la crainte d'aller vers ce qu'on appelle le greenwashing. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup de gens se posent des questions sur est-ce que l'évitement, c'est bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a des actions très précises pour aller, par exemple, capturer du CO2. Là, on n'est pas dans de l'évitement, on est dans quelque chose de spécifique où on va carrément diminuer. Maintenant, est-ce que le fait de dire j'évite de produire plus de CO2, mais je vais quand même en produire et je vais continuer à développer mon économie, là, on rentre dans des logiques de décroissance et de thématiques autres sur lesquelles je n'irai pas, parce que si vous prenez un Jean Covici qui recommande 4 voyages dans sa vie, je pense que c'est un peu utopique. Merci. En fait, alors, ma question, elle s'adresse vraiment à vous quatre, finalement. Enfin, c'est vraiment une approche opportuniste, peut-être mon côté sfaxien, je ne peux rien. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de fonds verts climat, et qui sont sous-exploités. Est-ce qu'on n'aurait pas à gagner à essayer de partir, en fait, à orienter, que ce soit toi, investisseur de fonds, ou nous, en tant qu'incubateur, ou toi, en tant que secteur privé, tu as parlé de crédit carbone, mais il y a d'autres fonds, il n'y a pas que les crédits carbone, ou même, enfin, parce qu'on n'aurait pas intérêt à plutôt, j'ai pas envie de dire shifter notre orientation, mais plutôt aller vers une orientation plus green pour profiter de ces fonds qui restent quand même sous-exploités pour la Tunisie, du moins. Je vais dire que ce qu'on a essayé de faire quand je dirigeais l'incubateur AFCAL, c'est que dans toutes les cohortes qu'on a sélectionnées, on avait cette tendance à choisir au moins qu'il y ait 30% des incubés qui sont dans cette verticale-là, qui essayent de résoudre vraiment ou d'innover dans tout ce qui est climate change, clean tech, green, apporter un peu de l'innovation dans cette verticale green. Après, est-ce qu'on a, moi j'aimerais poser la question autrement. Est-ce qu'on a les moyens, de les accompagner? Est-ce qu'ils ont les moyens eux-mêmes d'innover dans ce secteur qui demande beaucoup de ressources? Quels sont les partenaires clés à avoir? Est-ce qu'aujourd'hui les universités n'entrent pas maintenant? Il serait important de les intégrer dans cette réflexion parce qu'on a besoin de Fab Lab.
On a besoin de beaucoup d'ingénierie en plus de la partie business pour pouvoir plus tard assurer et avoir des financements par des fonds qui sont spécialisés, mais également par des fonds d'investissement qui sont là, qui sont opportunistes et qui cherchent réellement à identifier, à financer des startups qui sont innovantes et qui pourraient, par la même occasion, sauver le monde demain. Je veux dire, c'est la même, finalement, je dirais la même chose, mais d'une perspective un peu VC, qui est très, très... Alors, pour comprendre un petit peu, finalement, il y a des biais psychologiques. Hein. Quand les gens ils te disent, ouais, c'est un investisseur, ils ont l'argent, ils ont la liberté d'investir comme ils veulent, etc. etc. Et c'est l'argent du VC, et puis voilà. Ils s'imaginent qu'on a juste une caisse et qu'on sort l'argent, etc. Donc là, il faut comprendre un petit peu aussi que les VC, on est le dernier maillon avant les startups, généralement. Mais avant, il y a toute une chaîne d'investisseurs aussi. Donc, nous aussi, on lève des fonds comme des startups. Donc, on a ce qu'on appelle les limited partners. Ce sont les LPs, voilà, qui, à un moment donné, on va leur pitcher une thèse d'investissement. Et cette thèse d'investissement contient 1, 2, 3, 4. Voilà ce que je vais faire. Je suis un fonds qui se positionne dans le early stage. Finalement, j'ambitionne à lever 10 millions d'euros. Mon ticket, il sera de 100 standards de 100 000 euros. Je vais investir dans les compagnies, dans les business qui sont dans la tech, etc., etc. Donc, toutes ces spécifications-là, on les prend et on va aller lever des fonds nous-mêmes. Il y a deux types de LPs, de limited partners. Il y a les institutionnels avec qui on va aller avec une thèse qui contient le mot impact, clean tech, climate tech, etc., qui vont être super contents parce que généralement, ils ont des produits de blended finance, voilà, quel que soit, enfin, des produits qui sont très innovants et qui sont très effectifs dernièrement. Et qui vont nous dire, OK, ben nous, on est complètement d'accord parce que de toutes les manières, on s'adresse à des institutionnels et des DFI, etc., qui eux aussi sont gouvernés par des ONG internationales ou des organismes internationaux qui sont en train de pousser, enfin l'UN, etc., et qui ont finalement des allocations du budget pour investir dans ce sens. Après, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir aussi des investisseurs privés ou des investisseurs qui ne sont pas institutionnels. Et généralement, tu as une condition. Tu lèves auprès des institutionnels, on te dit d'aller chercher aussi de l'argent privé. Voilà, pour finalement équilibrer, dérisquer, plein de théories comme ça. Alors, du côté de cet argent privé, c'est encore, finalement, ça commence à s'améliorer un petit peu de ce côté-là, mais il y a 2-3 ans, quand on levait, nous, dans notre cas de 216 Capital, on aurait mis Impact, Clean Tech, Green Tech, etc., bah, ça aurait été un petit peu assimilé à de la philanthropie, un peu de charité, social business, what are you saying, guys, comment on va gagner de l'argent, quel est le TRI, enfin, ce genre de questions-là qu'on nous pose. Je ne dis pas que c'est vraiment impossible de lever avec une thèse, entre guillemets, à 100% impact en Tunisie, mais je pense que ça va prendre encore un petit peu, allez, 2 années, et que ça va être aussi peut-être encouragé, peut-être motivé par des décisions politiques, hein, qu'on prendra à l'échelle du pays pour dire, voilà, on favorise ce genre d'investissement, on favorise ce genre de secteur, on donne aussi l'accès au marché à ces startups que vous allez financer, parce que nous, on donne un ticket d'investissement, mais finalement, la startup, si elle n'a pas de clients, ben, j'investirai pourquoi? Donc voilà, ce genre de réflexion est super important finalement de les faire dès maintenant et de commencer à prendre des bonnes décisions. Oui, je rejoins complètement ce que tu disais sur le volet institutionnel et positionnement pays. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit humble. Qu'est-ce qui ferait que ces fonds, tu as raison, il y a beaucoup d'argent dans le green à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient en Tunisie? Comment les attirer? Et donc en fin de compte, on est un petit marché. Et malheureusement, notre environnement fait qu'il n'y a pas de marché plus large alentour, même s'il y a des tentatives intéressantes aujourd'hui avec l'Algérie et la Libye. Mais bon, ce n'est pas ce qui attire les foules.
Donc, il faut qu'on ait une réflexion réelle par rapport à quel est notre potentiel d'attractivité. Et ce potentiel, ça pourrait être comme, j'ai eu l'occasion en 2018 d'en parler quand à l'IACE, on a parlé de réforme de rupture en Tunisie, parce que le Costa Rica a fait un choix, à un moment, de dire mon énergie électrique est entièrement verte. Et ça date déjà de 2018. En Tunisie, il faut savoir que la capacité totale installée de la STEC, c'est 5,3 gigawatts aujourd'hui. Même si je me projette dans un horizon en 2030, allez, on va dire très large, 10 gigawatts. Si je bascule tout en photovoltaïque et je mets du stockage et je mets tout ce que je veux et je dis, voilà, le positionnement du pays, c'est je vais être le premier à le faire. On parle de 10 milliards d'euros d'investissement. Ce n'est pas monstrueux à l'échelle d'un pays. Mais ça changerait complètement la donne en termes d'image. Et ça créerait surtout un écosystème. Je crois beaucoup en notion pourquoi la Silicon Valley marche si bien. Bon, d'abord, c'est grand, mais il y a un écosystème. Aujourd'hui, quel est l'écosystème que nous avons? Et je rejoins d'autres types de réflexions auxquelles j'ai eu l'occasion de participer. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe parle beaucoup de relocalisation post-Covid. Évidemment, l'usine du monde, c'est la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas une place là-dedans pour la Tunisie pour être la plateforme où des Chinois viendraient, en ayant fait une part de valeur ajoutée chez eux, compléter cette valeur ajoutée pour le marché européen? Est-ce qu'on a fait des choses pour se positionner là-dedans? Et notamment, tant qu'à le faire, autant le faire autour de l'industrie verte. Donc, faire un choix fort, annoncer et y aller. Et il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Bon, même si voilà, mais à un moment, c'est des choix politiques. Oui. Et c'est ce qui conditionne le reste. Donc, on pourra faire effectivement plusieurs choses à échelle plus réduite, mais le politique, malheureusement, définit la ligne de conduite globale. Et on voit aujourd'hui, par exemple, dans le monde de la mobilité électrique, un point fondamental, c'est les batteries. Donc, là aussi, enfin, on peut élaborer. Non, non, enfin, je ne sais pas si Douge est encore avec nous ou pas. Non? Oui, je suis là. Vous voulez Est-ce que je peux rajouter peut-être intervenir, quelque chose? Omar? Oui, 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 justement. oui, oui, justement. Justement, j'ai deux points peut-être à soulever. D'abord, on ne peut pas aller vers de la green tech par opportunisme. Il faut déjà des compétences, au moins deux, la technologie et le green. Donc, il y a deux volets qui sont très importants. Donc, on y va parce qu'on a des compétences, on connaît le domaine, on est capable d'innover, d'apporter de l'innovation technologique pour justement s'adresser à des solutions, enfin, à des problèmes de green et d'environnement, etc. Et puis, j'ai envie de te poser la question, justement, ça complète un peu ce qu'a dit Slim. Oui, non, mais les fonds, ils sont où les fonds green en Tunisie pour qu'on s'oriente vers par opportunisme normal. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'il y a avant? Est-ce que c'est les fonds qui doivent être là pour booster un petit peu ce secteur et avoir plus de startups et de personnes qui vont être là, ou est-ce qu'on doit commencer par enrichir l'écosystème par des startups dans la green tech pour pouvoir attirer des investisseurs? Oui, merci en tout cas. Non, bon, c'est vrai, ils sont où ces fonds verts en fait? On sait qu'ils sont là quelque part. Enfin, je pense qu'il y a un vrai problème d'instrumentalisation de ces fonds-là aussi. Et qui a accès? Investisseurs, secteur privé, incubateurs, PPP. Enfin, ça a été dit dans les CDN en tout cas qu'il y allait à prendre toutes les parties prenantes qui pouvaient avoir un impact sur justement la réduction de l'empreinte carbone de la Tunisie et de les impliquer. Mais c'est vrai qu'il y a un flou par rapport à ces fonds verts climat en Tunisie, à leur instrumentalisation. Oui. Je pense qu'ils viendront quand. J'ai juste 30 secondes. Ils viendront quand il y aura vraiment quelque chose à montrer. J'aime pas le mot success story, machin. Et pour qu'il y ait ce scénario-là, il faut déjà qu'on empower les fonds qui sont existants et qui sont locaux. Parce que les fonds locaux, ils vont créer cette histoire et les fonds internationaux, etc., ils vont être attirés par cette histoire et venir. Regardez un petit peu l'effet que ça a fait, InstaDeep, Expensia, etc. Juste après, on a eu tout le monde qui venait en Tunisie.
C'est tout, hein. Il faut juste encourager les premières histoires de réussite à travers des fonds locaux et leur donner les moyens pour pouvoir investir dans des histoires, voilà, dans des histoires locales. Justement, donc, encourager les fonds. Enfin, vous avez parlé de beaucoup de choses. Déjà, de la sensibilisation du secteur privé ou des LP par rapport aux startups, à des investissements à impact, la mise en place d'un écosystème, tu as dit, ou même d'un label ou d'un brin, de brander la Tunisie en tant que pays ou une destination, je veux dire, deep tech, mais green tech ou clean tech. Mais enfin, concrètement, enfin, ce sera ma dernière question pour vous tous, en fait. Donc, on va commencer dans l'ordre. Enfin, quelles sont pour vous les initiatives ou les perspectives? Est-ce qu'un Startup Act Green, par exemple, pourrait être la solution? Enfin, je dis ça n'importe quoi, je lance ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voyez comme initiative pour être porteuse finalement et qui pourrait nous mener à cette maturité, comme tu dis chez les LP, toi, ou la maturité de l'écosystème pour qu'on devienne cette vraie vitrine qui pourrait attirer vraiment des fonds verts qui sont réellement instrumentalisés. Et ça, donc on va commencer je ne sais pas dans l'ordre, si vous permettez. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut une réflexion multi-stakeholder. Moi, j'aime bien ce terme qui ramènerait tout le monde autour d'une table pour essayer de co-construire cela. Aujourd'hui, on a des interventions du secteur privé qui sont hyper intéressantes et qui compléteraient demain une offre de l'écosystème entrepreneurial privé et public. Le financement en fait partie. Donc, moi j'ai travaillé pour le premier fonds à impact en Tunisie, qui est Impact Partner, pendant 2 ans et demi, en 2017, et je peux vous dire que le sujet n'était pas d'actualité. On avait le financement, mais on n'avait pas les startups. Voilà, donc on s'est orienté plutôt vers l'impact social et job creation que renforcer ou empower des startups qui sont dans la green tech ou le clean tech. Donc, je pense que voilà, ces fonds-là doivent avoir beaucoup plus de financement pour pouvoir, maintenant que c'est un sujet d'actualité et que l'urgence est là, et il faut qu'on se mette tous ensemble pour réussir un truc. Pas que comme on voit aujourd'hui, et je ne suis pas dans la critique, mais dans une invitation à collaborer. Chaque initiative est en train de lancer son programme seul, sans regarder un peu ce qui pourrait compléter cette offre ou cette value proposition dans le but de vraiment aider la startup de bout en bout. Voilà. Merci. Et il faut savoir qu'il y a eu un certain nombre aussi d'initiatives. Par exemple, un projet comme Sunrev qui a été financé par l'AFD a permis de développer un certain nombre de choses au niveau du tissu industriel, mais ça a été géré via les banques. Donc ça a été plus du crédit, mais ça a permis de faire un certain nombre de choses. Donc il y a peut-être des initiatives plus larges à développer. Il y a une initiative que j'ai bien aimée aussi, qui a été menée à un moment qui s'est appelé Link for In, et en fait ça a été mettre en place, mettre en contact des entreprises établies avec des startups pour voir quelles sont les solutions qu'elles proposent. Et dans notre cas, par exemple, on a sélectionné 2 startups auxquelles on va donner un petit peu un terrain de jeu chez nous. On va les payer, ça va leur permettre d'avoir des premières références. Et donc, petit à petit, ça permet de développer un tissu innovant en Tunisie. Il y a aussi d'autres entreprises plus matures qui sont installées. Par exemple, je pense à une entreprise aujourd'hui qui est en train de lever des fonds et qui est dans la transformation de la biomasse. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de créativité en Tunisie. Et peut-être que ce qu'il faudrait, plutôt que de... Moi, j'aime pas trop ces histoires de labels et de trucs et de réglementation. Je suis plus dans, je suis dans une logique où malheureusement le logiciel qu'on a, c'est tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Et vraiment, il faut qu'on passe à tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Ça facilitera beaucoup les choses parce que ça donnera plus d'élan un peu aux uns et aux autres. Et effectivement, il y a peut-être un signe avec ce qui se passe récemment là depuis la semaine dernière au niveau du photovoltaïque, puisqu'on a
enfin lâché des projets, enfin lâché, on a permis à des projets qui étaient signés depuis 2019 d'être mis en route. Donc aujourd'hui, les 500 premiers mégawatts en photovoltaïque vont être faits. Il y a un nouvel appel d'offres pour 1 giga 7. Tout ça, ça permettra d'avoir un terrain de jeu important pour qu'on développe un peu plus l'écosystème. Je rejoins aussi ce que disait Douja tout à l'heure, la formation. Et pour s'adapter à ce monde qui bouge vite, on a besoin aussi de formations peut-être plus courtes, mais opérationnelles, qui permettent aux gens d'être assez vite opérationnels. Donc, aller vers des formations. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens dont tu fais partie qui travaillent dans cette logique. Et on a de bonnes ressources en Tunisie. Je finirai là-dessus. Le patron de Airbus sur la région MENA est tunisien. Et il m'a affirmé en passant récemment à Tunis que la meilleure productivité qu'il a dans son portefeuille, qui comprend le Portugal, le Maroc et la Roumanie, et ce n'est pas parce qu'il est tunisien, c'est la Tunisie. Peut-être un dernier mot. Oui, j'ai envie de dire, pour répondre à ta question, Omar, je rejoins un peu ce qu'a dit tout à l'heure Vekra. C'est vraiment montrer, booster quelques exemples qui sont dans la green tech qui réussissent. Qu'est-ce que je veux dire par booster? Je veux dire par booster, c'est de ne pas les bloquer au niveau des autorisations, parce que parfois on a besoin d'autorisation, de réglementation, etc., de faciliter tout ce qui est administratif, de leur trouver des fonds qui vont leur permettre vraiment de démarrer très rapidement et d'aller à l'international si besoin. Enfin, tout ce qu'il faut pour soutenir au moins les 4, 5, 10 premiers projets successful. Moi, je suis d'accord que je n'aime pas trop aussi success story. C'est pas vraiment success story, mais pour montrer l'exemple déjà, c'est que ça marche. Il y a un marché pour ça, il y a des startups, il y a des gens qui sont capables de mener des projets dans la green tech, de les emmener là où il faut, en Tunisie et à l'international. Et puis, franchement, moi, je ne suis pas aussi d'accord, je suis d'accord avec Slim, je ne suis pas d'accord ni pour la belle, ni pour rien du tout. Il faut pousser les gens à travailler. Ce qui importe aujourd'hui, c'est le marché, c'est de mettre les gens devant la réalité du marché, de travailler et de les aider et ne pas les bloquer surtout, c'est ça le plus important. Merci. Je pense que tout a été dit. Hein. Moi, j'insisterai simplement sur quelque chose en laquelle je crois. En fait, je pense que le plus important finalement pour ces startups, c'est d'avoir accès à un marché, avoir accès aux clients. Et c'est vrai que la Tunisie, c'est un petit pays. Mais notre problématique a toujours été, pas que sur la green tech ou sur la tech ou quoi que ce soit. Finalement, on est sur un marché de peut-être 90 millions de personnes en termes de population. Quelque chose qu'on appelait souvent, quand j'étais petite et j'aimais beaucoup ça, le Maghreb arabe uni. On parle de Libye, Tunis, Zaïre ou le Maghreb. Je pense que finalement, l'ouverture sur Mauritanie, ça m'a Mauritanie. Et donc voilà, ça c'est un marché, c'est un vrai marché. Et je pense que finalement, il faudrait aussi s'unir, même avec nos voisins, même si on a voilà, c'est des choses qui se résolvent un petit peu voilà, sur un volet très politique, très géopolitique, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut unir les écosystèmes. Peut-être pas les pays, etc., mais ouvrir les écosystèmes sur eux-mêmes. Je pense que c'est un très, très bon marché et ça pourrait finalement bénéficier tous les pays, surtout la Tunisie, parce que honnêtement, on est super avancé. On est très avancé par rapport finalement au topic de la technologie. Merci, merci. En tout cas, c'est agréable de terminer sur ces belles paroles. On est bien. En fait, avant de clôturer ce panel, on peut reprendre peut-être une ou deux questions, si vous le permettez, dans la salle. Merci beaucoup, en tout cas. Nos panélistes, donc je ne sais pas si dans la salle, vous avez une ou deux questions. Avant, non, vous avez soif, vous voulez aller au cocktail. Voilà. S'il y a deux questions. Alors, super. Oui, bonjour à tous. Ma question s'adresse au VC. C'est quoi les tickets que vous mettez aujourd'hui dans les startups? C'est quoi vos tickets d'investissement?
C'est quoi nos tickets d'investissement? Ouais. Vous voulez dire les montants? Les montants, oui. Alors, le ticket standard a plus été vers les 200 000 euros. Alors, merci. Merci, Armand. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le sujet, sur comment améliorer l'offre de financement des projets green, économie verte et circulaire, avec des bailleurs de fonds comme Swissmed et autres. Et la question d'accompagnement, au-delà de l'aspect financement qui peut être assuré par différents formats, hein, de blended finance, des prêts d'honneur, des soft loans. Mais aujourd'hui, c'est la question d'accompagnement. C'est joindre le côté financement et le côté accompagnement. Est-ce qu'il y a un manque par rapport à ça? Et la deuxième question, est-ce que vous êtes pour des fonds publics, privés, avec d'autres acteurs pour justement couvrir les différents niveaux, que ce soit early stage ou à un stade avancé? C'est deux questions-là. Public-privé, oui. Il faut que ça soit géré un peu avec la bonne gouvernance. Donc, encore une fois, la question, il faut rapprocher les deux points de vue. Il se trouve que j'ai une casquette où je suis à l'IGPPP, donc c'est l'instance générale des PPP. Et donc, réellement, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est un très bon axe de développement. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut avoir les bonnes personnes et il faut qu'il y ait le cadre réglementaire qui fait que. Encore une fois, si on en revient même, mais là, ça déborde du cadre de ce panel, mais si on veut avancer, il faut qu'on fasse des choses et qu'on mette des boucles de rétroaction. Aujourd'hui, quand on nous parle d'une stratégie industrielle à 2035, moi, j'ai du mal déjà à voir 2025. Donc, 35, c'est loin. Donc, en fait, l'idée, c'est peut-être plus de dire, voilà un peu quelques grandes orientations et surtout, on va faire, on va se tromper, mais s'il y a la bonne foi, s'il y a la confiance, on permet aux gens de répondre et de dire ce qui ne va pas et on corrige. Et si on fait ça et si on le fait de manière agile et qu'on sait adapter nos législations de manière rapide, on va y arriver. Mais si on continue d'être régi par des règles, malheureusement, qui ne sont plus adaptées à l'accélération que la technologie permet, parce que c'est ça, c'est que vous prenez, petite anecdote que j'adore du livre Sapiens, vous prenez un gars qui vivait au Xe siècle, vous l'endormez 2 siècles, vous le réveillez au XIIe, sa vie n'a pas changé, il s'y retrouve. Mais vous prenez quelqu'un début du XXe, sans aller très loin, vous le réveillez au début du XXIe siècle, il ne sait plus gérer. Donc la technologie a accéléré les choses, il faut qu'on s'adapte très vite. Merci Slim. En fait, juste pour la partie sur l'accompagnement, Douja et Maïssa, vous avez déjà tout à l'heure évoqué que, Maïssa, Oui. tu as parlé de besoins en termes d'infrastructure, de Fab Lab, et toi aussi, Douja, d'ailleurs, je vous laisse juste toutes les deux clôturer sur la partie accompagnement. Pour moi, à mon avis, l'accompagnement, l'ARPEPA existe. Maintenant, on a une belle offre d'accompagnement en Tunisie actuellement avec tous les incubateurs et les accélérateurs qui existent. Maintenant, le choix est là. Maintenant, l'entrepreneur, vous savez très bien que les entrepreneurs pratiquement font le tour de tous les accélérateurs, les incubateurs. Seulement, aux EDA aussi, il faudrait voir aussi avoir des entrepreneurs qui sont accompagnables et coachables. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de ce type de service non financier, même si je suis d'accord avec la remarque, c'est très, très important, mais ça existe. Ils n'ont qu'à regarder un petit peu ce qu'il y a. Tout est là sur les réseaux sociaux, sur les sites web, etc. Il y a une offre très large d'accompagnement, de différents types d'accompagnement. Il y a les formations, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Et les gens se spécialisent plus ou moins sur les questions de tech et de green tech et de green aussi, hein, d'ailleurs, parce que, comme j'ai dit, il faut une double compétence des deux côtés. Donc oui, je pense que c'est logique. Enfin, la question a du sens, mais je pense que ça existe. Merci. Maïssa, le mot de la fin. Oui, merci. Moi, je vais plutôt parler de l'importance du réseautage. Aujourd'hui, comme tu as dit, peut-être qu'en Tunisie, on n'a pas l'opportunité d'innover ou en tout cas de déployer ces solutions rapidement
par manque de cadre légal, par manque d'opportunités de financement. Il y a d'autres pays en Afrique qui ont cet axe-là qui est prioritaire. Et un réseau comme AfriLabs permet très rapidement d'accéder à tout l'écosystème d'innovation, à tout un réseau en fait de partenaires qui sont dans tous les pays en Afrique. Donc, si jamais vous innovez et que vous avez envie soit d'aller chercher des insights ou d'être en contact avec des structures d'accompagnement qui vont eux-mêmes vous présenter à des corporates peut-être qui ont cette même démarche, en tout cas de donner aux startups l'opportunité d'innover, ou les présenter à des investisseurs qui sont à impact spécialisés. Moi, j'insisterai sur, oui, l'accompagnement, mais le réseau également est à développer en même temps qu'on est en train d'avancer sur le projet. Merci, merci infiniment à nos panélistes, Dr. Aspim, Maïssa et Douja. Merci au public aussi d'avoir résisté jusqu'à la fin. Et puis voilà, je laisse donc Neila terminer ou clôturer. Merci beaucoup. Je voulais clôturer en fait cette journée d'échange, de partage, de table ronde, de masterclass par un grand remerciement à tous nos partenaires, à nos sponsors, à tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont été présents avec nous. Bien sûr à nos panélistes et intervenants pour avoir consacré beaucoup de temps dans la journée et avoir été très généreux avec les startups et les participants en partageant avec eux leurs expériences, en les conseillant, etc. Donc, un grand merci à Mounira Hamdi d'avoir tenu en fait toute la journée, le timing et l'animation de la plus grande partie des tables rondes. Donc, merci vraiment. Ouais, vraiment, il faut l'applaudir. Elle mérite. C'est vraiment amplement mérité. Merci également à Omar Triki puisque tu es sur scène. Merci aussi à Amina Keshwendi. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont aidés. Bon, je vais citer également Image et Action de nous avoir soutenus dans l'organisation de cet événement. Merci à Imen Plilib qui est le community manager de la French Tech, qui a tout porté sur son dos et qui a beaucoup supporté mes remarques sur toute la semaine. Donc voilà. Et merci à vous tous. Ça n'est pas encore terminé. On a quelques heures à passer encore ensemble pour ceux qui en ont envie. On a un cocktail qui commence dans quelques minutes, je pense 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, on aura un concert, je pense, de 20h à 21h. Bon, pour ceux qui ont encore du souffle, on se fera un bonheur de vous avoir et de voilà, clôturer cette belle journée avec une petite danse. Merci beaucoup.